Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette troisième session. Voilà, avec ceux-là qui sont sur euh, le call, je pense, on va pouvoir commencer avec le meeting d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la femme le long de ce mois. On a eu des sessions euh, les deux vendredis passés. Aujourd'hui, c'est la troisième session et on a une personnalité vraiment importante qu'on va tous écouter sous peu de minutes. Alors, je vous prierai tous de pouvoir euh, couper votre micro. Vous ne l'ouvrez que si vous avez vraiment besoin, ou soit si vous avez été accordé, si la parole vous a été accordée. Alors, sans trop perdre du temps, je vous prierai d'accueillir euh, Madame Annette. Vous êtes la bienvenue pour la présentation. Et se présentera aussi, on va beaucoup plus en prendre à connaître qui elle est et on va prêter oreille, attention à ce qu'elle va dire car elle est vraiment expérimentée par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez à merveille. Alors, de là où vous me suivez, si vous me captez bien, j'aimerais quand même que vous puissiez m'envoyer dans les chats l'emoji qui correspond à votre humeur ce soir. Donc, si vous êtes content, si vous êtes frustré, si vous avez faim, etc. Vous pouvez m'envoyer quelque chose dans le chat pour être sûr que vous me suivez. Voilà. Alors, je viens dire merci, premièrement, à Skillwater Initiative d'avoir porté leur attention sur ma personne. Et je suis convaincue quand même que mon Dieu ne permettrait point qu'il soit déçu. Et merci à vous tous qui êtes présents ce soir pour venir apprendre, pour vous cultiver, pour échanger. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, je veux que vous puissiez m'appeler Vivouya. Vivuya. Qui je suis et ce que je fais, je crois, ne va rien vous apporter ce soir. Mais je veux que vous puissiez non garder à l'esprit le souvenir de ce que moi je suis, mais de ce que je veux vous transmettre. Alors, je voudrais qu'à la fin de cette session, par la grâce de Dieu, que euh, vous puissiez ressentir le poids du présent. Cependant, quand même, vous aurez l'occasion de me découvrir à la fin de ce mois dans la session que nous allons avoir en présentiel le 28 mars. Est-ce que nous sommes là? Oui, oui, nous sommes là. Très bien. Il y a quelqu'un qui est content dans le chat. Nous pouvons commencer. Vous pouvez lancer les diapos. Ce soir, il nous a été demandé de parler de l'entrepreneuriat féminin et de l'avenir inclusif. Entrepreneuriat féminin et avenir inclusif. Et moi, j'ai mis un petit sous-titre en bas. Mythe vs la réalité. Pour commencer, on doit comprendre qu'il y a un piège dans ce thème. Le piège dans ce sujet,
serait de vous faire croire qu'il existe un secteur entrepreneurial dans lequel doivent intervenir les femmes et un autre qui est exclusif aux hommes. En d'autres termes, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on voudrait faire croire que peut-être il y aurait un métier pour les hommes et un métier pour les femmes. En tout cas, c'est un terme qui laisse que plusieurs puissent l'interpréter de leur façon. Vous savez, la perception de quelque chose dépend de l'environnement ou de plusieurs facteurs. L'environnement, la façon dont on a grandi, l'éducation, le milieu, les perspectives. Alors, pour certaines personnes, certaines catégories de personnes, on pourrait croire que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, on dit qu'il y a un métier pour les hommes, un métier pour les femmes. Et c'est là que le romain s'empoignèrent. J'ai utilisé ces termes, cette expression. Euh, le débat aujourd'hui autour de ce qui est appelé parité féminisme se situe la plupart de fois sur ce concept. Est-ce qu'il y a des choses que les hommes peuvent faire, que les femmes ne peuvent pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que les femmes peuvent faire, que les hommes ne peuvent pas faire? Égalité des sexes, égalité de genre, etc. Mais ce soir, rassurez-vous, je suis pas venue parler de ça. Alors, pour nous, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin? C'est quoi l'entrepreneuriat féminin? Je vais donner une définition simple de Mister Google. L'entrepreneuriat féminin, c'est un levier de développement économique qui a pour vocation de donner aux femmes l'opportunité d'assurer leur autonomie financière, d'évoluer en termes de carrière et de faire preuve d'un potentiel de réussite et de leadership. Je dis bien, le mot que je souligne ici, c'est un levier. C'est un levier de développement économique qui a pour vocation de donner aux femmes l'opportunité d'assurer leur autonomie financière, d'évoluer en termes de carrière, de faire preuve d'un potentiel de réussite et de leadership. Alors, pour nous ce soir, euh, avant de pouvoir trop m'accentuer ou me focaliser sur l'entrepreneuriat féminin, je veux d'abord que nous puissions comprendre l'entrepreneuriat tout court, parce que ça ne servirait à rien de pouvoir ajouter un suffixe à un mot principal, à un arbre qu'on ne comprend pas. Alors, je vais parler de l'entrepreneuriat tout court, parce que je sais qu'ici, il y a des hommes et il y a des femmes, il y a des filles, il y a des garçons également. Alors, l'entrepreneuriat, euh, nous allons le comprendre comme le fait de créer une activité économique pour répondre à un besoin ou résoudre un problème. Donc, le fait de créer une activité économique, ça veut dire une activité qui va générer de l'argent pour répondre à un besoin ou résoudre un problème. Jusqu'ici, il n'y a pas question de femme, il n'y a pas question d'homme. Donc, entrepreneuriat tout court, c'est trouver une idée qui va te faire de l'argent lorsque tu résous un problème ou lorsque tu réponds à un besoin. Alors, le rôle majeur de l'entrepreneur ici, c'est de créer de la valeur et de générer le profit. L'entrepreneur crée la valeur, il génère le profit. Donc, à partir du moment où tu crées la valeur et tu génères le profit, tu y es entrepreneur. Donc, c'est ça la base. En tout cas, j'aimerais bien que nous puissions aller dans des termes très, très simples qui vont rester dans la mémoire. Faut pas chercher des définitions un peu compliquées. Non. À partir du moment où tu crées de la valeur, tu génères le profit, tu y es entrepreneur. Alors, aujourd'hui, il y a plein de débats sur les femmes, les hommes, et c'est souvent pendant ce mois de mars que tout le monde se réveille pour
inculquer aux femmes quelque chose, une idéologie quelconque, un principe, je sais pas, une certaine façon de percevoir les choses, etc. Mais si nous revenions à la base, l'entrepreneuriat, ce n'est pas avant tout une question de savoir-faire, c'est plutôt une question de savoir-être. Pourquoi je parle de savoir-être ici? C'est pour justement que nous puissions, euh, bon, pas minimiser, mais dans le même sens, minimiser cet ajout-là que nous mettons après le mot entrepreneuriat, féminin ou masculin. C'est pour carrément l'enlever parce que, tel que je viens de le dire, à partir du moment où tu crées de la valeur, tu génères le profit, tu es entrepreneur. Alors, ce n'est pas une question d'abord de savoir-faire. On n'est pas se créer de frustration. Ce n'est pas une question de savoir-faire d'abord, mais c'est une question de savoir-être. Alors, tout le monde sait, bon, la plupart des gens le savent, que le hasard n'est pas une option. Si vous croyez vraiment en quelque chose, toutes les religions savent qu'il n'y a rien qui existe par hasard. Donc, quand je parle de l'entrepreneuriat comme une question de savoir-être, ça renvoie à l'identité de la personne, au sens même de l'existence. Il y a un auteur qui a dit que lorsque Dieu voit un problème sur terre, il crée une personne. Déjà, il y a la notion de problème à résoudre. Déjà, il y a la notion de création de la valeur. Déjà, il y a la notion de générer le profit. Alors, avant toute autre chose, avant que nous puissions débattre sur ce qui est féminin ou masculin, sur comment on devrait se comporter, chacun doit d'abord revenir à son créateur et dire, qui suis-je? Qui es-tu? C'est là qu'on devrait commencer. C'est par là qu'on devrait commencer. C'est poser la question de qui on est. Qui on est qui tu es, qui on est, ça va nous permettre de connaître l'essence de notre existence, le pourquoi de la raison pour laquelle nous sommes ici, le pourquoi du fait que nous sommes nés là où nous sommes, que nous vivons là où nous vivons, etc. Qui on est. Alors, c'est à chacun de se poser cette question dans l'introspection pour savoir qui on est réellement. La deuxième question à se poser est quelle est ma mission? Parce qu'on ne doit pas seulement se lever un matin et se dire, bon voilà, euh, je vais commencer à faire la farine de la bouillie. Et c'est là que ça crée de nombreux jeunes et de nombreux parents frustrés par le fait que non, j'ai déjà commencé plein de choses, j'ai jamais rien réussi, etc. Non, mais quelle est ta mission? Parce que à notre mission est attachée notre provision. Ça, ce n'est pas seulement des termes chrétiens, ce sont des termes de vie. Si on ne connaît pas sa mission de vie, comment on saura euh, où est-ce qu'on doit être, où est-ce qu'on doit vivre, etc. C'est difficile. À partir du moment où on sait qui on est et quelle est notre mission, alors de cette mission, on doit avoir les instructions claires. Alors, je vais partir d'un exemple. Je pars d'un exemple d'un médecin. Tu sais que tu es médecin. Tu sais
que ta mission, c'est d'alléger les douleurs des gens, des patients, de leur fournir les nécessaires pour guérir, se sentir mieux. Quelles sont tes instructions? Par exemple, le matin, tu te réveilles, tu vas voir ton chef, il te dit, bon, aujourd'hui, monsieur, j'aimerais que tu ailles surveiller la salle telle et tu vas donner telle dose à telle pour que dans 2 jours, on voie s'il va sortir d'ici. Ça, ce sont les instructions. Et en entrepreneuriat, c'est la même chose. On ne veut pas créer des entrepreneurs frustrés à cause du fait qu'ils ne connaissent pas qui ils sont, quelle est leur mission et quelles sont leurs instructions. Et de là, on saura maintenant où trouver la provision. Si on part du même exemple de ce médecin, il sait qui il est, il sait ce qu'il doit faire, il sait dans quelle salle il doit aller. Maintenant, où se trouve sa provision, c'est peut-être à la pharmacie, etc., parce qu'il a les bonnes instructions. Alors là, il trouve le moyen idéal pour parvenir à ce fait. Pour dire qu'il n'est pas question d'hommes ou des femmes, il n'est pas question d'opportunité. Il n'est pas question de, voilà, il y a tel qui est mis en avant, bon, notre société est en train de marginaliser les femmes, nous les femmes, on trouve pas le moyen de nous exprimer, etc. Non, mais est-ce que, en disant ça, vous vous êtes déjà posé la question de qui vous êtes, de ce que vous devez faire, des instructions claires que votre créateur vous donne? Parce que si une instruction vient de votre créateur, franchement, rien ne peut vous arrêter. C'est là votre choix dans toutes les religions du monde. Moi, je suis chrétienne, peut-être ici, il y a quelqu'un qui est musulman, etc. Nous tous, on a cette croyance. On sait qu'on a été fait par quelqu'un et qui a l'essence de notre vie entre ses mains. Donc, avant que les femmes, aujourd'hui, pour ce mois de mars, ne se plaignent sur ce qu'elles sont en train de vivre, les injustices, etc., je crois que on doit prendre un peu de recul et se poser la question, est-ce que nous sommes là où on doit être? Est-ce que nous sommes vraiment à la bonne place? Ce qui renvoie à dire que, voilà, il n'est pas question d'hommes et de femmes, il est question de compétences. Voilà, c'est dit. Il est question de compétences. Vous êtes un homme, vous êtes incompétent, vous êtes rejeté. Vous êtes une femme incompétente, rejetée. Quand même, cette civilisation aujourd'hui, ou cette génération, a tellement mis en avant les femmes que malheureusement, il y a plein d'autres hommes qui souhaitent être des femmes pour jouir de ces privilèges qu'on nous accorde. Alors aujourd'hui, quand j'entends une femme dire que voilà, il n'y a pas d'opportunité, voilà, on est mis à l'écart, etc., je me dis, peut-être elle n'a pas encore compris sa mission, ses instructions, et où doit-elle trouver sa provision. Je vous donne un autre exemple. L'exemple que je tire de la Bible. Nous connaissons tous l'histoire de la reine Esther. La reine Esther, avant de devenir reine, elle était genre une personne lambda. Elle vivait comme les autres de sa nation. Un jour, elle parvient à la royauté et un problème a surgi de nulle part et son oncle vient d'informer que voilà, on va tuer tout ton peuple. Alors, l'oncle vient et lui dit, bon voilà, Esther, tu dois nous aider. Alors, c'est là que Esther, après maintes réflexions, il y a eu une discussion entre son oncle et lui et tout. Mais après, elle a découvert qui elle est. Et je suis la reine Esther. Je suis reine. Et ma mission, c'est de sauver mon peuple. D'accord? On est sur les 4 piliers ici. Qui suis-je? Je suis reine.
Quelle est ma mission? Ma mission, c'est de sauver mon peuple. Alors, il va savoir que en ce temps-là, lorsque elle a été écrite, en tout cas les femmes, c'était pas comme aujourd'hui. On pouvait même pas les mentionner dans les écritures imaginaires. Alors, dire qu'une personne pouvait faire quelque chose qui soit exceptionnel, ça serait difficile. Alors, quelle est la mission? La mission, c'est de sauver le peuple d'Israël. Et quelles étaient ses instructions? Elle s'est donnée pour instruction d'aller vers le roi, lui présenter son projet, etc., etc. Et maintenant, sa provision, elle l'a trouvée où? Dans sa maison. Elle s'est parfumée. Elle a fait de la nourriture, etc. Donc, elle a su comment jauger avec ses 4 piliers pour arriver à ses fins et ça a marché. Alors, le monde n'a pas besoin d'hommes et des femmes. Le monde a besoin de 4 types d'entrepreneurs. Il y a il y a 4 types d'entrepreneurs, pardon. Le premier type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur classique. Deuxième, c'est l'entrepreneur social. Le troisième, c'est l'intrapreneur. Et le quatrième, c'est l'auto-entrepreneur. Pourquoi j'ai voulu évoquer ces 4 types d'entrepreneurs? C'est parce que la société aujourd'hui nous a frustrés euh, en définissant l'entrepreneuriat comme les métiers. Bon, je sais pas, je veux expliquer ça en Kiswahili. Mais entrepreneuriat ni kazi ya mikono, pas forcément. Et c'est là que on trouve des jeunes très bien sapés, habillés pour des conférences, etc. Oh, moi, je vais à l'incubateur, qui sont en train de minimiser des fonctionnaires ou des personnes qui sont employées quelque part, soit disant que voilà, moi, je mange mon propre argent, etc. Toi, je sais pas dans quoi tu es. Non, tout le monde n'est pas appelé à faire le métier, si je peux l'appeler ainsi. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur classique, mais tout le monde est appelé à être entrepreneur. Voilà pourquoi je vais vous présenter les 4 types d'entrepreneurs dont le monde a besoin. Alors, le premier, c'est l'entrepreneur classique. C'est qui l'entrepreneur classique? L'entrepreneur classique, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une entreprise, il engage des gens, il crée une entreprise qui œuvre dans les secteurs de la production ou des services. Il est là, il a l'idée, il appelle des gens, il crée quelque chose. L'entrepreneur social, c'est celui qui crée des projets qui vont aider sa communauté. Bien sûr, on garde à l'idée le fait de créer de la valeur et générer des profits. Donc, il crée des projets sociaux qui vont aider sa communauté et il génère de la valeur, il crée des profits. Il y a l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est la personne qui euh, commence quelque chose elle-même. Et l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui, dans son travail ou à son poste, il peut ne pas travailler pour soi-même, mais être engagé quelque part. Il trouve une idée innovante dans cette entreprise et l'amène à, voilà, amener l'entreprise à une autre dimension. Il génère de profits et il résout de problèmes. Je vous donne des exemples. Euh, pour l'entrepreneur classique, je peux dire, je peux donner l'exemple de moi-même. Alors, je suis Vivuya Afro Experience. Je me lève un matin, j'ai une idée, j'ouvre un salon de coiffure, je prends 2 personnes, on commence une entreprise, des services. L'entrepreneur social, par exemple, une ONG, une structure d'aide, etc.
Ils ouvrent une entreprise qui résout un problème dans la communauté, génère de profit, résout de problèmes. Auto-entrepreneur, je dirais encore moi-même, par exemple, je me réveille un matin, j'ai une idée de faire des produits, j'ai commencé à faire mes affaires moi-même, et l'entrepreneur. Je suis dans une entreprise, je gère la communication, j'ai une idée, un pense d'une idée marketing, par exemple, et cette idée me pousse à amener l'entreprise à une autre dimension et je suis promue. Là, je fais l'entrepreneuriat. Donc, ne soyez pas frustrés, intimidés par les propos des personnes qui n'ont pas encore compris c'est quoi le fait d'être entrepreneur. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Lesquelles de ces quatre cases correspond à votre situation? Laquelle de ces quatre cases correspond à votre situation actuelle? Vous allez nous dire dans le chat si vous êtes entrepreneur classique, entrepreneur social, auto-entrepreneur ou intrapreneur. Mais ne soyez pas frustrés lorsque vous regardez les autres peut-être aller dans des colloques, etc., passer leur temps à saper, à se pavaner, à présenter ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas l'appel de tout le monde. Vous pouvez être entrepreneur, mais sans être entrepreneur classique. Alors, je vais quand même vous proposer 5 lois qui vont vous aider à réussir dans l'entrepreneuriat. La première loi, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. On ne crée pas, on augmente la valeur. Pourquoi il est important de savoir ça? C'est pour justement vous éviter des frustrations. J'ai travaillé en tant qu'entrepreneur pendant 6 ans maintenant et j'ai eu dans mes débuts tellement de frustrations que j'ai failli perdre mon entreprise. Pourquoi? Parce que je voulais à tout prix créer quelque chose. Dieu a fini sa création. Il nous amène juste à donner une valeur ajoutée à ce qui existe. Et c'est ça qui va vous permettre d'être différent des autres et d'être choisi. D'accord? Alors, on reste dans le même contexte dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on dit de l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat masculin, etc. Ce qui va permettre à ce qu'on puisse choisir votre entreprise, ce n'est pas le fait que vous soyez femme ni homme d'abord, mais le fait que ça sera le fait que vous ayez quelque chose de plus que les autres. C'est quoi la chose de plus que vous avez à offrir au monde? On peut avoir la même entreprise, le même produit peut-être dans la même région, le même secteur. L'idée que tu as aujourd'hui à Goma, il y a une autre personne qui l'a déjà exécutée aux États-Unis, ou l'idée que tu as à Goma, au quartier office, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà exécuté à Himbo. Mais ce qui va faire à ce que vous puissiez tous les deux œuvrer dans le même secteur, ça sera maintenant la valeur ajoutée. Pourquoi moi, client, je devrais te choisir toi au lieu de choisir quelqu'un d'autre? Alors, ne te frustre pas à vouloir chercher quelque chose de nouveau, non, mais cherche à avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres. C'est la première loi. La deuxième loi, la vitesse n'a pas de valeur si la direction n'est pas bonne. C'est là que je parlais du créateur, de la mission, des instructions, de la provision. Si vous n'êtes pas sûr de ces 4 choses, vous pouvez courir derrière tout le monde et finalement aboutir à rien. Parce que vous aurez passé tout votre temps à courir derrière les gens, à courir derrière les biens, pourtant votre essence est ailleurs. Alors, la vitesse n'a pas de valeur
si la direction n'est pas bonne. C'est ça qui crée les frustrations. Depuis que j'ai commencé, voilà, il y a tel qui a ça, tel qui vient de construire, et moi alors, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je vais à tout prix participer à ceci, à cela. La vitesse importe peu si la direction n'est pas bonne. Par contre, si la direction est vraiment bonne, tu as intérêt à aller vite parce que ne vous en faites pas. Je viens de le dire tout à l'heure, l'idée que vous avez, quelqu'un d'autre là. Alors, si vous voulez être premier dans les secteurs, si vous voulez être moteur dans les secteurs, si vous voulez être pionnier dans les secteurs, vous devez tout faire pour arriver avant les autres. D'accord? Pour placer les barrières à l'entrée. C'est comme ça qu'on les appelle. Troisième loi. D'abord la crédibilité avant la visibilité. Ah oui, ça c'est vraiment très important dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, ces temps-ci, plein de gens veulent être visibles avant d'être crédibles. Rassure-toi que ce que tu es en train de promouvoir devant les gens correspond réellement à ce que tu fais. Parce que si tu promeux quelque chose, si tu promeux quelque chose et que lorsque les clients vont venir vérifier, ce n'est pas ce que tu as dit, tu deviens directement déclassé. Et c'est là que beaucoup d'entreprises tombent en faillite. La quatrième loi, la délégation n'est pas une fuite, mais un levier. S'il vous plaît, ne vous stressez pas pour rien. À courir ici et là parce que vous voulez prouver au monde que vous travaillez beaucoup, que vous méritez votre salaire, que vous méritez... Genre, vous voulez nous prouver quoi en fait? Il y a tellement de gens qui sont frustrés dans leur travail, dans leurs entreprises parce qu'ils veulent tout faire pour prouver quelque chose aux gens. La plupart, ils veulent soit prouver quelque chose aux gens, soit ils ne font pas confiance à leurs collaborateurs. Alors moi, je vous conseille deux choses. Faites confiance à vos collaborateurs. Choisissez bien d'abord vos collaborateurs et faites-leur confiance. Ensuite, déléguez. Il n'y a pas de mal à déléguer. Déléguer des responsabilités, déléguer des courses, déléguer un travail à faire. Ça vous épargne d'être frustré et de poursuivre beaucoup de lièvres à la fois pour enfin ne rien capturer. Et la cinquième loi, c'est que les succès ne se construisent pas pour impressionner, mais pour durer. Si au départ, vous cherchez l'argent pour impressionner, vous allez perdre cet argent. Et puis le succès, la réussite, ne se mesure pas seulement qu'en termes d'argent. Non. Chaque personne ici présente qui est en train de m'écouter a sa propre définition du succès. Pour certains, le succès, c'est d'avoir une famille. Pour d'autres, c'est d'être aimé. Pour d'autres, c'est servir Dieu. Avoir du succès, pour certains, c'est gagner les âmes à Christ. Et pour d'autres aussi, c'est avoir des millions dans leur compte bancaire. Alors tout ça, on ne court pas derrière notre succès pour impressionner. C'est vraiment un très mauvais levier. Parce qu'à partir du moment où ces gens que vous cherchez à impressionner vont être éblouis par la lumière de quelqu'un d'autre, vous allez sombrer dans la dépression.
Mais le succès se construit pour durer. Tu vas pas construire ou te battre pour avoir ton argent ou qu'à la fin, tu puisses tout dilapider et que tes enfants n'aient rien. Tu vas pas construire ton entreprise pour que, voilà, on remarque en 2026, il y a qu'à exister, hein. Et puis on arrive en 2030, il n'y a aucun impact. On aura tout fait pour rien du tout. Il faut prendre l'exemple des entreprises qui existent depuis plus de 100 ans, 75 ans, 50 ans. Des entreprises comme Coca-Cola, ils ont commencé il y a longtemps. C'est sûr que ceux qui ont commencé cette entreprise sont tous morts, mais elle existe toujours. Donc tu dois construire ton succès, non pas pour nous impressionner, on s'en fout. Que tu sois bon ou mauvais, on s'en fout. Parce que, quoi que tu puisses offrir les meilleurs services du monde, il y a une autre personne qui va venir avec la même chose, mieux que toi, et on va partir. Si ton but était de nous impressionner, tu vas sombrer dans la dépression, tu vas te suicider. Voilà. Alors, je vais finir en citant 5 défis auxquels font face les entrepreneurs, dont 3 auxquels font face les entrepreneurs hommes et femmes, tous mélangés, et 2 défis auxquels font face les entrepreneurs femmes. Le premier défi, c'est l'accès limité au financement. Ici, je réponds les défis qui sont les plus cités lorsque nous sommes dans les colloques des entrepreneurs et que l'on pose la question, ah, mais ok, dans ton travail, quels sont les défis dans ton travail? Tout le monde revient à cette question. L'accès limité au financement. Alors, je vais vous dire le mythe qui accompagne ces défis. Le mythe qui accompagne ces défis, c'est qu'il faut beaucoup pour commencer. Eh bien, non, c'est faux. Il faut pas beaucoup pour commencer. Si tout le monde se dit qu'il faut beaucoup pour commencer, voilà pourquoi ces temps-ci, peut-être avant cette situation que nous sommes en train de vivre, il y avait plein de jeunes dans des incubateurs, vous n'avez pas idée. Tout le monde voulait être incubé. Pourquoi? Parce que, genre, il s'est réveillé, il a une inspiration, un projet, il est vraiment brillant. Et on lui dit, mais pour ton projet, il faut combien? 250 000, 25 000 $, 10 000 $. Non, mais il y a des gens qui, depuis qu'ils existent, n'ont jamais vu cet argent. Moi-même, j'en fais partie. Et puis que j'ai un projet, Vivi Afro Experience, qui doit me coûter 25 000 $. Je fais des années dans des incubateurs en train de vouloir que voilà, je veux aussi être incubée, je vais accéder au financement. Et pourquoi tu n'as pas encore commencé ton projet? Oh, accès limité au financement. Il faut pas beaucoup pour commencer. Les jeunes d'aujourd'hui sont en train de minimiser l'argent. Il vient te demander de l'aide. Tu peux l'aider avec un 500 $. Il te dit non, mais ça, c'est rien. Mon projet est à 10 000 $. Non. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours dit en souriant. J'ai commencé mon entreprise, il y a pro, j'avais 200 $. Est-ce qu'on peut commencer un salon de coiffure avec ça? 200 $? Je sais pas. J'avais mes propres 200 $, d'abord. Et puis, il y avait un miroir dans ma chambre. J'avais un ami qui était dessinateur. Il a fait des designs dedans. Il y avait un petit stagiaire qui était juste dans la maison, abandonné, je l'ai prise. Et 70 $ que j'ai payé comme avance à mes premiers achats. Donc, au total, j'ai commencé avec, disons, 500 $.
Si je devrais déjà mettre mon entreprise dans les standings que j'ai dans ma tête, en tout cas, je n'aurais jamais commencé. Parce que depuis que j'ai commencé, même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais atteint le montant qui me permettrait de faire l'entreprise de mes rêves. Mais j'y travaille. Je commence avec le peu que j'ai et je vais en m'améliorer. D'accord? Donc, l'accès au financement et surtout dans ce contexte actuel, ce n'est pas un défi à éliminer. En tout cas, vous allez m'excuser. Commencez avec le moyen de bord. Le deuxième défi, c'est les infrastructures parfois instables. Oui, j'admets que notre pays, on a un système un peu compliqué. Alors, le mythe attaché à ce deuxième défi, c'est que l'État congolais est l'ennemi de l'entrepreneuriat local. C'est faux, d'accord? C'est faux. Bon, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de par mon expérience, c'est faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît les secteurs dans lesquels on veut entrer, lorsqu'on veut entrer dans un secteur, on doit connaître ces secteurs, les rouages de ces secteurs. Ne vous en faites pas. Hein. Je ne veux pas dire que tout est réglé. Il ne faut pas venir me tomber sur la tête. Non. Chaque système a un mode de fonctionnement. D'accord? Si vous voulez être commerçant, vous voulez peut-être amener, je sais pas moi, des cafetières, vous voulez amener des gobelets ou du plastique. Il y a tout un système par rapport à l'import-export du plastique dans les milieux dans lesquels vous voulez œuvrer et vous devez d'abord vous renseigner sur ce qu'il en est. D'accord? Après, il faut vous renseigner sur vos droits et vos devoirs par rapport à l'État. Nous, entrepreneurs, on veut que l'État euh, soit clément, comme si, voilà, ils étaient de notre famille. Non, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie du pays. Il y a des taxes qui sont assignées à notre secteur. Il y a des taxes qui sont assignées à notre travail, dans notre milieu, dans notre façon de fonctionner. Alors, en tout cas, vous allez m'excuser, vous n'allez pas commencer une entreprise, démarrer une entreprise et vous dire que non, vous allez seulement payer le permis d'ouverture, l'assainissement et c'est tout. Non, il y a plein d'autres taxes que vous devrez savoir selon votre secteur. Alors, quand ces gens vont venir, bien sûr, il y a des ceux-là qui abusent, mais si vous connaissez vos droits, c'est difficile d'être tracassé. Difficile. Alors, le troisième défi, c'est la concurrence informelle dans certains secteurs. Alors, quand je parle de concurrence informelle dans certains secteurs, ici, je parle euh, de la connaissance du milieu dans lequel vous vous engagez. Par exemple, avant de lancer votre entreprise, il y a toujours ce qu'on appelle, c'est quoi encore le mot? Euh, étude, bon, je sais pas, j'ai oublié le mot, ça a un rapport avec l'étude du milieu, voir les secteurs, comment les gens se comportent, les marchés, etc., les clients et tout ça. Bon, la concurrence est informelle ici dans le sens où rien n'est documenté. Il y a des entreprises qui existent ici et là. Vous pouvez croire que vous avez créé quelque chose de nouveau. Pourtant, il y a un autre gars qui l'a déjà fait sans que vous ne le sachiez. Et là, vous ne saurez pas vous positionner, vous ne saurez pas quelle
et votre valeur ajoutée parce que vous n'avez pas des informations sur votre concurrence. Et le mythe qui est derrière ça, c'est que tout le monde croit quand il lance une entreprise qu'il est le premier à avoir conçu la chose ou à avoir eu l'idée. C'est parce que l'idée que vous avez, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà eu, il l'a déjà développé, il gagne l'argent des trucs. Alors, dans ce milieu, c'est quoi la solution? C'est d'encourager les jeunes entrepreneurs qui veulent œuvrer dans le numérique à créer des entreprises qui vont récolter des données de ces entreprises locales sur le marché pour que toute personne qui voudra vraiment entrer dans le secteur puisse trouver des informations sur ses concurrents et savoir comment se positionner. Alors, deux défis spécifiquement pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, il s'agit de l'entrepreneuriat féminin et la couleur inclusive. Le premier défi, c'est le conflit de rôle. Et le mythe qui est attaché à ça, c'est que l'on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, c'est un défi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les femmes sont en train de confondre deux termes, l'indépendance et l'autonomie. D'accord? L'indépendance est différente de l'autonomie. C'est vraiment deux termes différents. C'est pourquoi la plupart des femmes se mécomportent, ils commencent à créer des bras de fer avec leurs supérieurs, même avec leurs parents, pour soi-disant l'indépendance. Non, je ne peux pas vivre seule. Je suis désolée, les dames, si vous êtes là, vous allez me contredire après. Mais on ne peut pas vivre seul, d'accord? On vit dans une communauté remplie d'hommes et de femmes. Bon, bien sûr, il y a des pays qui sont vraiment dans l'extrême, mais si je veux parler de notre situation dans notre région, on doit vivre hommes et femmes soudés, hein, soudés vraiment. Faut pas confondre l'autonomie et l'indépendance. C'est deux termes différents. Lorsque les deux termes prêtent à confusion, c'est là que l'on crée maintenant une génération actuelle des femmes frustrées par leur âge qui avance, frustrées par l'éducation, le rôle, les responsabilités, les rôles sociaux. Quand on dit qu'une femme, voilà, tu as 30 ans, tu dois te marier, etc. Non, moi, je veux faire carrière. J'ai pas le temps pour ça. Vous voyez un peu. Et puis après quelques années où moi, j'aimerais pas vivre avec un homme, je veux juste faire un enfant. Et vous connaissez les conséquences d'avoir des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas connu leur père. Des personnes qui vont grandir sans figure paternelle. C'est quel genre d'avenir que nous voulons construire avec ces genres de conceptions? Moi, je veux quitter la maison, je vais aller vivre seule parce que j'ai grandi, je suis indépendante. Ok. Moi, je n'aime pas les hommes. Je n'aime pas qu'on me marche dessus. Donc, quand je décide quelque chose, je décide. Tu vois pas ce qu'il y a derrière toi. Oui, la femme, elle doit être autonome. L'autonomie, c'est le fait de
subvenir à ses propres besoins, se charger de ses besoins soi-même. C'est ça l'autonomie. Mais c'est pas ça l'indépendance. L'indépendance, ça va au-delà de ça. L'indépendance, ça t'extrait en fait du cercle du commun des autres. C'est difficile de vivre comme ça. Et c'est là le deuxième défi qui est les déséquilibres, les déséquilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Les femmes se disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes pour réussir. Moi, je ne vais pas les contredire, mais il n'est pas question d'avoir besoin d'hommes ou des femmes, non. Je vais revenir à ce que j'ai dit avant, quand j'ai parlé des quatre sphères. À partir du moment où on sait qui on est, la mission, ce qu'on doit faire, les instructions et où est-ce qu'on va trouver la provision, on n'a pas besoin de se comparer à d'autres personnes. D'accord? C'est pas que les femmes n'ont pas besoin d'hommes pour réussir. Il n'est pas question d'hommes ou des femmes, il est question de rôle. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Où? Avec qui? Quand? Il n'est pas question d'hommes ou des femmes. Non. Comment tu dois faire ce que tu es appelé à faire? C'est de ça dont il est question. Alors, l'entrepreneuriat féminin, l'avenir inclusif, on est déjà inclus, les dames. On est vraiment inclus. On parle d'inclus ou d'inclus, je sais pas. Mais on est déjà dedans. D'accord? Donc, on pense qu'on est dehors. C'est là qu'on trouve des mécanismes impossibles pour pouvoir accéder à quelque chose qu'on a déjà. D'accord? Alors, dites-vous que vous êtes déjà dedans. On est déjà dedans, les femmes. Peu importe votre âge, vous êtes déjà dedans. Il y a une phrase de Pierre Corneille que j'aime bien. Depuis que je l'ai apprise, c'est ça, c'est une phrase qui a été tirée d'un texte, d'un poème, je crois. On a étudié en sixième année secondaire. Pierre Corneille, il a dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. J'ai commencé à entreprendre alors que j'avais 16 ans. J'ai ouvert mon salon alors que j'étais étudiante en G3 et j'avais 20 ans, tout juste 20 ans. Alors, il n'est pas question, oh, tu es une femme ou tu es une fille, tu es comme ça. Non, on est déjà inclus. Est-ce que toi, tu es inclus? Est-ce que ta mentalité, ta tête, là, sait qu'elle est inclue? Que vous soyez homme ou femme, parce que je ne veux pas seulement m'acharner sur les femmes, il y a aussi des hommes qui croient que les femmes prennent leur place. Vous êtes déjà inclus. Alors, votre valeur, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Prouvez-nous qui vous êtes et on va vous choisir. Prouvez-nous votre valeur. Je vous ai dit qu'il n'est pas question de sexe, il est question de compétence. C'est la compétence qui pèse. Si vous nous prouvez votre valeur, on va vous prendre. D'accord? Et les femmes, on est déjà dedans. Arrêtez de vous battre avec les hommes. Il n'est pas question de se battre avec les hommes. Non. Il est question de jouer notre rôle. D'accord? J'espère que juste ici, on est en train de me suivre. Alors, je vais chuter. Je vais conclure. Pour que nous puissions parvenir à cet avenir-là inclusif, il faut parler de cet avenir au présent. Il faut voir l'état de cet avenir à partir, à partir de ce que nous sommes en train de construire dans le présent. Si au présent, on laisse ces femmes se comporter n'importe comment,
avec leurs enfants. On sait quel genre de génération future est en train de se construire. Si aujourd'hui on laisse les gens se comporter d'une certaine manière, alors on va récolter les conséquences de ce que nous avons occasionné. Aujourd'hui, il est question de prendre conscience que demain ne nous appartient pas, que nous n'avons qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui était demain hier, comprenez? Aujourd'hui était demain hier. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui va être hier, demain. Alors, la seule chose sur laquelle nous avons le contrôle, c'est maintenant. D'accord? C'est maintenant. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont tes instructions? Et où est-ce que tu vas trouver ta provision? Et commence à l'appliquer maintenant. La question de subvention. Il n'y a pas question de conflit des rôles, ma place, on ne me prend pas au sérieux. Non. Fais ce que tu as à faire maintenant. Faut pas songer à je serai, j'irai, je rencontrerai. Non, sois, vas-y, rencontre les gens. Ma dernière phrase ce soir, mon dernier mot ce soir, je suis désolée de vous dire, les filles, la place de la femme, c'est à la cuisine. J'ai publié cette phrase l'année dernière, on a failli me taper dessus, mais c'est la vérité. La place de la femme, c'est à la cuisine. Cette cuisine-là de la femme, c'est le monde entier. Devant la marmite de sa famille, elle porte la vie, hein. La femme soutient son mari. La femme éduque ses enfants. Ça, c'est la marmite de sa famille. Devant la marmite de la société, la femme assaisonne le monde de compassion. Sans la compassion de la femme, je ne sais pas ce que le monde deviendrait. Elle contribue au développement. Et devant la marmite de sa profession, la femme innove et excelle en proposant une touche féminine dans la recherche de solutions et la création de la valeur. La touche féminine et la touche magique, c'est l'ingrédient secret de la recette. Les hommes, ne vous en faites pas. Et devant la marmite de la religion, la femme est la plus proche de Dieu que n'importe qui. Alors la place de la femme, c'est la cuisine. Et sa cuisine, c'est le monde entier. Je dis et je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Hum, Merci beaucoup pour ces perspectives qui sont vraiment intéressantes. Alors, chers participants, si vous avez des questions, sentez-vous libre d'écrire dans le chat ou soit d'ouvrir votre micro et poser votre question. Vous êtes le bienvenu. Voilà, si vous avez des questions, vous avez la parole. Vous pouvez écrire dans le chat, soit ouvrir votre micro pour poser votre question. Voilà, peut-être pour briser la glace, moi je me lance. Merci beaucoup, Vivouya, pour vos perspectives. Il y a une phrase que j'ai vraiment appréciée. Vous avez dit, plans veulent être visibles avant d'être crédibles. Alors, ma question est directement liée par rapport à cette phrase. Alors, soit, comment construire sa crédibilité quand on débute sans expérience?
Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Comment construire sa crédibilité? C'est facile. C'est juste dire la vérité. Je prends un exemple. Euh, je vais travailler, par exemple, dans l'événementiel et mon rôle, c'est d'organiser des mariages, des événements, des anniversaires, des conférences, etc. Et j'ai tout mon plan d'action et j'aimerais démarrer. Déjà, pour commencer, il faut, ce que la plupart des fois les gens utilisent, avoir un groupe de moi. Faut pas vouloir commencer une entreprise et vouloir gagner ou avoir des bénéfices directement. Il y a toujours eu un groupe témoin. Donc, il y a un groupe de personnes ou un groupe d'événements auxquels vous allez proposer vos services, peut-être à un moindre coût ou gratuitement, et qui, eux, vont témoigner de ce que vous faites. En fait, on construit la crédibilité à travers le témoignage de vos clients aux autres. Est-ce qu'ils peuvent vous recommander à leurs amis? Est-ce qu'ils peuvent revenir encore auprès de vous? C'est ça qui témoigne de votre crédibilité, en fait. Alors, lorsque vous êtes nouveau, faites en sorte que ce que vous dites soit en concordance avec ce que vous faites. Vous n'allez pas dire aux gens que voilà, je suis un service traiteur et je vous garantis que vous allez bien manger, vous allez manger à temps, etc. Et que la nourriture doit venir à 15 heures, vous l'amener à 16 heures ou 17 heures et que les gens ne mangent pas bien. Ça, c'est pas la crédibilité. Et vous pouvez voir que cette entreprise va faire des flyers, engager un community manager, ils font de publicité partout. Nous, c'était l'entreprise, nous, c'était le service traiteur, etc. Mais lorsque vous allez venir près de chaos, il n'y a rien de plus ridiculisant qu'un client insatisfait. Je pense que j'ai euh, répondu à la question. Oui, parfaitement répondu. Il n'y a pas d'autres questions de la part de participants. Où sont les filles? Les filles, on parle de l'entrepreneuriat au féminin. Ça, je m'attends beaucoup plus à une question de la part des filles. Voilà, ok. Je pense à une autre question en attendant qu'une fille courageuse puisse aussi poser la tienne. Alors, vous avez aussi parlé, en tout cas, vous avez mis la lumière sur une chose. Parlons de l'entrepreneuriat, c'est pas hommes et femmes. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de faire ce qu'on veut et c'est à quoi on est appelé à faire ce qu'on aime faire. Alors, face à ces mythes-là qui est là aujourd'hui, euh, comment est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que les hommes, voilà, qu'est-ce que les hommes doivent changer pour aussi soutenir l'entrepreneuriat féminin? Genre, les hommes qui ont eu cette mentalité-là de toujours dire que non, une femme ne peut pas faire l'entrepreneuriat. Alors, sachant aujourd'hui que ce n'est pas une question qui se pose sur le genre, mais c'est un appel à tout le monde. Alors, qu'est-ce que les hommes doivent changer pour aussi soutenir l'entrepreneuriat féminin? Déjà, je pense que c'est difficile de redresser un arbre qui a déjà poussé. C'est difficile de redresser un arbre qui vient de faire 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est dur. Tout ce qu'on peut faire pour ces hommes-là, c'est peut-être les sensibiliser et ils nous amènent maintenant à prouver notre valeur. C'est ça qu'on doit faire. Nous, femmes, de notre côté, on doit prouver notre valeur
Et pour les hommes qui ont déjà compris, ils doivent sensibiliser leur, leur, leurs frères, si je peux les appeler comme ça. Ils doivent sensibiliser leurs frères. Mais la plus grande chose, la plus grande action qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est éduquer les petits garçons au respect de la femme dès les bas âges. Que ces femmes, aujourd'hui, qui fuient leurs responsabilités à la maison, ce sont elles qui accentuent, en fait, le, cette mentalité de non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Si, par exemple, je suis un homme, je suis un petit garçon, j'ai grandi sans ma mère parce qu'elle était tout le temps au travail, j'ai tombé malade, c'est la nounou qui me prenait en charge, j'avais des besoins, je ne pouvais pas lui en parler parce qu'elle était trop dure avec moi, etc. Du coup, je vais grandir, je vais me dire, je ne veux pas que mes enfants subissent la même chose. Du coup, ma femme, elle va rester à la maison. Et cette femme, elle va se dire, non, on me marginalise, mon mari il me voit comme n'importe qui, etc. parce que il a subi des frustrations de son enfance. Alors, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre cette question de discrimination ou de violence basée sur le genre, ou de entrepreneuriat féminin, masculin, la place et le rôle de l'un et de l'autre. Tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de créer des foyers stables où la femme joue son rôle et l'homme joue son rôle pour une éducation effective des enfants. Du coup, l'enfant grandit dans une maison, il sait que voilà, je dois aider ma sœur à laver les assiettes, je dois préparer, etc. Il a cette mentalité de masculinité positive. Il grandit comme ça. C'est pas l'entourage qui va venir enlever ça de sa tête. S'il a grandi comme ça, il a grandi dans un environnement stable, un foyer stable, où les pères et la mère se conviennent sur leur éducation entre hommes, femmes, filles, garçons, etc. Ils sont élevés comme ça. C'est difficile que ce genre de personnes puissent prendre les familles à la légère. Non. Parce que déjà, dès les bas âges, ils ont compris qu'on a le même droit, on a les mêmes compétences. Et je peux compter sur elle, c'est mon allié. Alors, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de créer des foyers stables. Voilà, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Voilà, on a une fille courageuse pour poser une question. All right, so, merci beaucoup encore pour tout chacun d'avoir pu participer. Ça, c'est la troisième session pour ce mois de mars. On parle de la femme et pour ce webinaire. Alors, juste à savoir que il y aura une autre session la semaine prochaine et ça sera beaucoup plus une session en présentiel. Alors, pour la session là-bas en présentiel, ça se tiendra à Haute Space et pour ceux-là qui sont à Goma, Haute Space, c'est juste en face de l'entrée du marché de Virunga. Il y a une maison communément appelée Maison de la Bible. Vous y entrez, vous allez voir votre space. Et l'événement se tiendra le samedi là-bas, en présentiel, de 13h à 15h. Alors, vous avez quelqu'un invité, venez avec des amis, venez avec tout le monde. Ce sera vraiment une session enrichissante. Bon, voilà. Alors moi j'ai une question pour les participants. Vu que vous n'avez pas su trouver une question, alors moi je vais vous poser une question. On a tous eu à participer du début jusqu'à à ce moment
Alors, première question, qu'est-ce que vous avez retenu, genre, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau concernant l'entrepreneuriat au féminin? Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Alors, vous avez la parole. Hello. Oui, Oui, oui. oui, oui, d'abord, ce que j'ai vraiment à retenir, euh, on ne va rien amener de nouveau sur Terre, mais on va juste améliorer, quoi. On doit ajouter l'autre valeur à ce qui existe déjà. C'est un peu ça. Merci à notre fille vraiment courageuse. Il vient de dire, on apporte une valeur ajoutée à ce qui est déjà là. Vraiment, merci, Ruth. Alors, une autre personne, s'il n'y a pas d'autre personne, Moutacha, que je pointe. Je vais commencer à pointer. Voilà. Une autre personne, avant que je ne pointe. Bon, je prends Divine. Divine, est-ce que vous êtes là? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est concernant l'entrepreneuriat de la femme. Beaucoup de femmes s'égalisent, donc au même point d'égalité que les hommes, alors que c'est pas ainsi. Il faut toujours entreprendre. Il faut pas s'égaliser par rapport aux hommes, mais il faut s'entreprendre, se comprendre entre vous deux, parce qu'il y a souvent des femmes qui peuvent entreprendre et commencent à hausser la voix à leur mari, alors que ce n'est pas ça. Quand tu entreprends, il faut toujours rester tel que tu es, aider ta famille. Parce que moi, en tant que femme, j'ai eu l'idée aussi d'entreprendre parce que je n'avais pas l'idée. Ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, j'ai eu l'idée de commencer à entreprendre. Même avec le peu que j'en ai, je peux commencer déjà. Auparavant, je me disais que je dois d'abord avoir beaucoup de choses pour entreprendre, mais aujourd'hui, j'ai déjà eu l'idée que je dois commencer, malgré que je n'ai rien, mais je dois toujours commencer. Et j'ai une question aussi par rapport à Madame Vivouya. C'est, oui, euh, c'est juste un exemple. Bon, peut-être une fois en état femme, on part se marier avec un mari. Et puis ton mari te dit tu ne dois pas travailler, tout ça, tu dois rester toujours à la cuisine. Comme vous l'avez bien souligné, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et puis toi, tu connais déjà que je suis en train d'étudier, c'est pour mon avenir, c'est pour que je puisse soutenir à ma famille. Mais ton mari te dit de rester à la cuisine, tu ne vas pas travailler, tu dois t'occuper toujours des enfants. Alors, en tant que femme, qu'est-ce que tu dois faire alors que tu as étudié, tu t'es donné encore et un âme pour réussir ta vie, pour gagner ta vie. Mais quand tu vas te marier avec un homme qui ne veut pas que tu puisses travailler, entreprendre du temps, que ferais-tu? Ah bon, c'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup, Madame Divine. Je réponds directement. Alors, pour cette question, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un homme ou un mari de dire à sa femme, il ne va plus travailler. Alors, je vais vous épargner de, de questions de comportement, d'insubordination, etc., venant de la part de la femme. Mais je pense ici vous parlez dans le sens où vous-même pensez en âme et conscience que vous êtes réglo, que vous faites tout ce qu'il faut, mais l'autre, il dit que voilà, la place, il faut rester ici à la maison pour éduquer les enfants. Il y a deux cas. Soit il est frustré par le monde extérieur qu'il voit et il fait ça pour te protéger. Soit il a vu un potentiel en toi que toi, tu ne vois pas. Genre, il comprend ta place et
trouve que tu es en train de débattre pour la mauvaise place. C'est là que j'ai parlé de la direction. Il trouve que tu es en train de débattre pour la mauvaise direction alors que ta direction doit être orientée vers, genre, tes réactions ou ta vitesse doit être orientée vers une autre direction. Alors, on a vu des couples comme ça où la femme, il est bien, elle assume bien son rôle, etc. Elle va au travail, mais le mari, il voit des paramètres dans son travail qui, voilà, dire que voilà, le monde ici, il est devenu méchant et là où tu vas travailler, je peux pas te permettre d'aller travailler dans ce contexte. À Kiroche, pour toi, il y a la guerre, etc. Du coup, je suis désolée, tu restes à la maison ou tu viens, parce que la plupart des fois, souvent dans des organisations, la, euh, la femme a 3 mois de congé de maternité, et alors on t'envoie en mission en Kisangani, peut-être à Butembo, ou je sais pas où, dans un autre pays. Tu as un enfant de 3 mois, c'est un contrat no family. Je suis désolée, tu dois arrêter de travailler et te concentrer sur les priorités. C'est là qu'on a parlé du rôle de la femme. Quand la femme, elle connaît qu'elle a ce rôle et qu'il faut qu'elle soit là, elle-même, elle doit se sacrifier pour ses priorités. Alors, il y a d'autres cas où ce sont des hommes toxiques. Voilà pourquoi si tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas tes instructions, tu vas chercher une provision ailleurs que là où tu devrais la chercher. Tu es une femme, tu sais que tu dois te marier, tu as la vision d'être je sais pas qui, et tu trouves un gars parce que voilà, il a dit qu'il veut t'épouser, tu vas avec lui comme ça, alors que lui, il sait que tu dois rester à la maison. C'est difficile que tu puisses avancer. Tant que tu ne sais pas qui tu es, cela va de soi. Tu vas choisir au hasard l'homme de ta vie. Et par là, il n'y a pas 2, 3 000 conseils, c'est de supporter ce que tu as choisi. Donc, un conseil que je vous donne, Madame Divine, c'est de vous connaître après que vous ayez pris conscience de votre identité. Vous saurez quel genre d'homme vous allez choisir pour ne pas être frustré. Peu importe l'âge que vous aurez, il y a des gens qui font passer des opportunités de mariage parce qu'ils voient l'avenir elles se disent plutôt, si je vais avec cet homme, même si j'ai envie de me marier, j'ai 30 ans, mais si je vais avec cet homme, je ne vois pas cet homme m'amener où je veux aller, où je dois aller. Elles attendent au lieu d'avoir un mariage frustré. Voilà. Divine, je, je pense que tu as vraiment compris parce que l'explication était waouh. Euh, une autre personne, il n'y a pas de dernière question. All right. So, oui, heureuse. Avez-vous une question? OK. Voilà. Merci encore une fois pour votre participation. Euh, merci pour ceux-là qui ont pu être avec nous depuis le début de ces mois. Parlons de notre thème qui concerne la femme. Et merci d'avance pour ceux-là qui seront avec nous la semaine prochaine à Haute Space. J'espère vraiment que vous allez vous libérer parce que ça sera vraiment intéressant. On a un programme vraiment wow. Alors, venez écouter, amenez vos amis pour que, on puisse encore une fois redéfinir les mythes que la société a su mettre sur la femme et
apprendre venant des autres, mais aussi être connecté par rapport à ce qui se passe, mais aussi avec d'autres personnes qui ont déjà peut-être expérimenté là que l'on veut se lancer ou soit sur les terrains sur lesquels on veut marcher. Alors, merci à tout et chacun d'entre vous. Le rendez-vous prochain, c'est la semaine prochaine. Et je ne sais pas, bonne soirée à tous. Merci, carrément.